Que se passe-t-il lorsqu'une superpuissance en déclin se retrouve à court de chars, à court d'idées et à court de temps? Apparemment, vous obtenez ceci. Le soi-disant char pissenlit de la Russie. 4 ans après ce qui devait être une conquête éclair de Kiev. La machine de guerre autrefois redoutée de Poutine se contente maintenant de fixer des barres d'acier sur de vieux chars soviétiques et appelle cela de l'innovation. Cet engin bizarre, un T-72, un T-80 ou même un T-90M enveloppé de petites fleurs métalliques soudées, ressemble plus à une sculpture en ferraille qu'à une technologie de champ de bataille. Mais derrière la propagande se cache une vérité plus dure. L'industrie de l'armement russe est en train de craquer, sa doctrine s'effondre, et le char pissenlit pourrait bien être le symbole le plus absurde de cet échec à ce jour. Alors regardons de plus près pourquoi cette étrange fleur d'acier n'est pas seulement risible, elle est dangereuse. Mais la Russie, tout d'abord, soyons clairs sur ce que nous regardons ici. La Russie a perdu plus de 4100 chars en Ukraine, selon les données visuellement confirmées d'Oryx, un chiffre qui ne représente probablement qu'une partie des pertes réelles. C'est comparable aux blindés détruits lors de la bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale, l'affrontement qui a marqué la première défaite décisive de l'Allemagne nazie sur le front de l'Est. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime certainement. Et les chars de Poutine brûlent à peu près dans la même région géographique que ceux de Hitler, 8 décennies plus tôt. Le char pissenlit n'est pas simplement apparu par hasard. C'est la dernière tentative désespérée de la Russie pour garder ses blindés en vie assez longtemps pour qu'ils soient utiles. Pour comprendre cette situation, il faut examiner l'évolution de la protection des chars russes. Ce qui ressemble moins à une innovation militaire qu'à une comédie d'erreurs aux conséquences fatales. Mais avant d'aller plus loin dans cette machine de guerre qui ressemble à un Frankenstein de casse, si vous appréciez cette analyse, abonnez-vous à The Military Show. Nous décodons la guerre moderne pour ce qu'elle est vraiment. Pas de fioritures, pas de filtres, juste des faits. Revenons maintenant aux dents de lion. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut examiner l'évolution de la protection des chars russes, qui ressemble moins à une innovation militaire qu'à une comédie d'erreurs aux conséquences fatales. Tout a commencé avec l'apparition des chars tortues à la mi-2023. Les équipages russes ont commencé par souder des plaques de métal grossières sur leurs véhicules, créant ainsi des toits de fortune qui, en théorie, feraient exploser les drones FPV entrants avant qu'ils n'atteignent les composants vitaux. La logique était simple. Pour contrer les drones ukrainiens attaquant par le dessus, il suffisait d'ajouter une couche de métal sur la tourelle des chars. En pratique, ces modifications ajoutaient un poids considérable tout en protégeant très peu le char. De plus, la tôle censée dissuader les drones était suffisamment fine pour que les charges creuses puissent encore la pénétrer facilement. Pire encore, la silhouette modifiée du char serait également plus visible pour la surveillance ennemie, largement soutenue par des drones, un peu comme les unités kamikazes. Les opérateurs de drones ukrainiens se sont adaptés en quelques semaines, ajustant leurs angles d'attaque, ou utilisant simplement des ogives plus puissantes. À la mi-2024, il a été reconnu que les chars tortues n'était rien de plus qu'une mode passagère, qui ne serait probablement pas adoptée sur d'autres champs de bataille en dehors de l'Ukraine. Et même là, ils avaient peu ou pas d'effet sur la perte de chars russes. Mais avant d'aller plus loin, nous tenons à remercier le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Private Internet Access, alias PIA. Le fournisseur de VPN le plus transparent au monde, fait confiance à plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde. PIA est un leader en matière de confidentialité en ligne. Chaque fois que vous naviguez sur un appareil non protégé, vous transmettez une grande quantité d'informations à découvert, qui peuvent être consultées par différentes entités avant d'atteindre le site web. Un VPN masque votre adresse IP et chiffre votre connexion Internet, protégeant ainsi vos données de votre fournisseur d'accès, des administrateurs réseau et même de la surveillance gouvernementale. Sans VPN, naviguer en ligne ressemble à envoyer un message privé dans un groupe. Tout le monde peut voir ce que vous faites. Mais avec PIA, votre activité est protégée à l'intérieur d'un tunnel sécurisé et chiffré. La politique de non-conservation des logs a été prouvée à plusieurs reprises devant les tribunaux et vérifiée par un audit indépendant mené par Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit au monde. Au-delà de la sécurité, PIA offre une véritable liberté en ligne. Que vous voyagiez à l'étranger ou que vous essayiez simplement d'accéder à du contenu non disponible dans votre région, PIA est là pour vous, avec des serveurs dans plus de 91 pays et dans les 50 États américains. Il gère aussi le partage de fichiers P2P,
et fonctionne avec les principaux services de streaming, vous permettant d'accéder à plus de contenu partout. Personnellement, j'utilise Pia lorsque je joue pour me connecter à des serveurs locaux et réduire la latence. C'est aussi excellent pour débloquer du contenu spécifique à certaines régions sur des plateformes comme Netflix, Hulu et bien d'autres. PIA est disponible sur toutes les principales plateformes, Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android et bien d'autres. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger un nombre illimité d'appareils en même temps. Parfait pour sécuriser toute votre vie numérique. En ce moment, il y a une offre exclusive pour nos spectateurs. Rendez-vous sur piavpn.com/The Military Show. Également, dans la description pour obtenir 83% de réduction sur Private Internet Access, ce qui le ramène à seulement 2$ et 300 par mois. De plus, vous recevrez 4 mois supplémentaires entièrement gratuits. Et si vous hésitez encore, ils offrent une garantie de remboursement de 30 jours et un support client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 est toujours là pour vous aider. Alors essayez Private Internet Access dès maintenant. Votre vie privée mérite ce qu'il y a de mieux. Et avec PIA, vous êtes entre de bonnes mains. À la fin de 2025 sont arrivés les chars Hérisson, couverts de pointes métalliques et de câbles destinés à enchevêtrer les hélices des drones ou à endommager leurs capteurs lorsqu'ils descendaient. Certaines versions enveloppaient tout le corps du char de câbles en acier, comme une sorte de cocon militaire. D'autres étaient hérissés de tiges métalliques pointant dans des directions étranges, censées attraper les menaces entrantes. Le ministère russe de la Défense a fièrement exposé ces véhicules, affirmant qu'ils représentaient une adaptation innovante au champ de bataille. Mais les hérissons avaient les mêmes problèmes fondamentaux que les tortues. Pire encore, le poids supplémentaire, qui dépassait parfois plusieurs tonnes, transformait des chars déjà lents en cibles rampantes. Il s'agissait de T-72 et de T-80, qui seraient normalement largement utilisés sur le terrain, malgré le fait qu'ils proviennent des dernières étapes de l'ingénierie soviétique. Pire encore pour le hérisson, certaines modifications pouvaient interférer avec les propres systèmes de défense du char. L'enchevêtrement de fils pouvait s'emmêler dans la tourelle, l'empêchant de tourner correctement, ou même bloquer la trappe utilisée pour accéder ou évacuer le véhicule. Les forces ukrainiennes ont vite constaté que les chars hérissons, plus lents et moins conscients de leur environnement, étaient plus vulnérables aux embuscades avec des armes anti-chars. Et en 2026, nous avons eu le pissenlit, ou Adovanchik en russe, que le ministère de la Défense du Kremlin a récemment breveté avec une véritable fierté. La conception utilise des tiges métalliques renforcées soudées ensemble pour former une barrière tridimensionnelle qui se ramifie en plusieurs niveaux, avec un treillis haute résistance remplissant les espaces entre les fleurons. L'ensemble de la structure ressemble, à un pissenlit. Si les pissenlits étaient faits d'acier et montés sur des plateformes d'armes valant plusieurs millions de dollars, le concept derrière le pissenlit aurait en fait un certain sens tactique, du moins sur le papier. Lorsqu'un drone FPV s'approche du char, il devrait idéalement toucher d'abord les tiges les plus extérieures, plutôt que d'atteindre directement le blindage. Cela force l'explosion à se produire à une plus grande distance de la coque, réduisant théoriquement l'efficacité de la déflagration contre un essaim de drone. En terrain découvert, les multiples couches ramifiées pourraient offrir de meilleurs taux de survie en obligeant l'Ukraine à dépenser plus de munitions par destruction. S'il faut une douzaine de drones pour neutraliser un char standard, le pissenlit pourrait en demander une douzaine de plus. Cela permettrait à la Russie de gagner un temps précieux pour avancer à découvert, et c'est là l'expression clé, à découvert. Le blindage pissenlit n'a de sens que dans le scénario spécifique où les chars russes chargent à travers les champs vers les positions défensives ukrainiennes. Il faut admettre que cela décrit une part importante des tactiques russes actuelles. Dans ces assauts précipités, les équipages peuvent sacrifier une partie de leur mobilité et de leur visibilité pour avoir une chance de survivre à une frappe de drone supplémentaire. Lorsque votre doctrine stratégique consiste à lancer des blindés contre des défenses préparées jusqu'à ce que quelque chose perce, toute modification qui prolonge la durée de vie d'un véhicule, même de quelques minutes, peut être considérée comme valable. En théorie, le pissenlit est une évolution immédiate et une amélioration par rapport à la mécanique du hérisson. En répartissant les tuyaux en treillis, plutôt qu'en étalant un tas de fils sur l'ensemble du char, le char conserve encore un semblant de mobilité et de reconnaissabilité. Le design devrait théoriquement être plus léger, et permettre au char d'être plus mobile que son prédécesseur, même s'il est plus lent que le char de base. De plus, ce design a également été appliqué au T-90,
le char de combat principal actuel de la Russie, qui est activement utilisé sur le champ de bataille en Ukraine. Une théorie suggère que la Russie utiliserait des pissenlits pour déplacer des chars sur des champs ouverts et les rendre moins vulnérables aux drones ukrainiens. Mais dès que ces champs ouverts prennent fin, les limites du pissenlit deviennent flagrantes. Dans les combats urbains, ce concept passe d'une innovation défensive à un handicap catastrophique, et les situations urbaines sont justement un domaine dans lequel la Russie a historiquement été très mauvaise tout au long de la guerre. En Ukraine, la ville de Pokrovsk, par exemple, est activement assiégée depuis juillet 2024. Et en janvier 2026, les forces ukrainiennes affirment toujours tenir la partie nord de la zone et empêcher la Russie de consolider complètement son offensive. Cela est dû à l'inévitable inconvénient d'ajouter du volume et de la masse à un char qui avait été conçu à l'origine pour être léger et mobile. L'échafaudage métallique s'accroche aux coins des bâtiments, aux lignes électriques et aux débris, et la masse supplémentaire rend le char plus difficile à manœuvrer ou à accélérer. Selon le colonel britannique Hamish de Breton-Gordon, ancien commandant de chars, les chars d'Andlion sont aussi peu aptes à snurdle, terme d'argot militaire signifiant manœuvrer discrètement dans les bois et terrains morts pour surprendre l'ennemi. Bien que la conception du Dandelion le rende plus transparent que les précédentes, elle nécessite tout de même d'ajouter une toile autour du char. La guerre moderne des chars utilise des optiques et capteurs avancés, permettant aux équipages d'identifier des cibles à distance et de frapper avant d'être touchés. Les fleurons métalliques du Dandelion forment des angles morts dans le champ de vision du commandant. Les tireurs peinent à suivre les cibles à travers le dédale de tiges d'acier. Les systèmes de défense du char, y compris les équipements de guerre électroniques pour brouiller les signaux des drones, peuvent perdre en efficacité à cause de la cage métallique qui gêne la propagation des signaux. En termes de mobilité, certaines estimations suggèrent que la structure d'Andlion ajoute plusieurs tonnes supplémentaires d'acier à des chars déjà alourdis par des modifications précédentes et souvent équipés de moteurs surmenés en raison d'un mauvais entretien. Cette masse supplémentaire pousse les systèmes mécaniques à leur point de rupture, et la cage ajoutée augmente la complexité du véhicule, ce qui peut directement accroître ses besoins en maintenance. Selon les chercheurs des plateformes Resergam et Viscovy-Viston, qui analysent les images satellites des installations de stockage et de réparation, la capacité de réparation des chars russes est passée de plus de 120 véhicules par mois au début de 2022 à seulement 30 à 35 au début de 2025. Et voici le vrai coup de théâtre. La cage pissenlit pourrait en fait rendre les chars russes plus faciles à détruire. Exactement le contraire de son objectif initial. L'augmentation considérable de la taille et du profil rend les véhicules beaucoup plus visibles à distance. Les drones de reconnaissance ukrainiens détectent les chars pissenlit à plus grande distance, offrant aux équipes anti-chars plus de temps pour préparer des embuscades. La silhouette distinctive se démarque même avec des tentatives de camouflage. Le colonel de Breton-Gordon a suggéré que les améliorations marginales contre les drones seront probablement annulées en faisant du char une cible plus grande et plus lente pour tout le reste de l'arsenal ukrainien. Et l'Ukraine dispose aujourd'hui d'un arsenal conséquent. Au-delà des drones FPV, les forces ukrainiennes ont accumulé des milliers de missiles anti-chars guidés provenant de fournisseurs de l'OTAN, notamment des Javelins, des Henlow et des AT-4. Ils ont reçu des chars de combat principaux modernes qui surpassent les blindés russes dans presque toutes les catégories. Ils ont créé des tactiques d'essaim de drones, pouvant submerger les défenses des véhicules par leur nombre. Le pissenlit a pu stopper les premiers drones, mais les opérateurs de drones ukrainiens ont montré une grande adaptabilité. Ils envoient déjà des essaims entiers de drones depuis plusieurs angles. C'est une tactique qui peut être modifiée littéralement en temps réel pour contourner les modifications de blindage physique. Alors, quelle est l'efficacité du char pissenlit ? Les images satellites de la fin 2025 montraient seulement une poignée de chars équipés du système pissenlit, soit à l'arrêt dans des entrepôts, soit dans des zones de dépôt. Aucune preuve ne confirme que ces véhicules ont combattu. S'ils sont déployés, ils connaîtront sans doute un certain succès au début, parce que les forces ukrainiennes n'ont pas encore optimisé leur tactique contre cette configuration. Cela est confirmé par le simple fait que l'Ukraine compte également sur l'utilisation de blindages physiques et de filets comme option défensive privilégiée, même si cela sacrifie un peu de mobilité. Si les deux armées ont eu près de 4 ans pour faire évoluer leur conception, et n'ont pas pu aller au-delà de la superposition de défense physique, il y a de fortes chances que ce soit l'une des meilleures solutions disponibles.
Mais cet avantage sera temporaire. L'Ukraine a constamment démontré sa capacité à analyser, à s'adapter et à contrer les innovations russes. En quelques semaines, les chars Tortue ont connu des gains initiaux de survie, avant que les équipes de drones ukrainiennes n'apprennent à cibler leurs faiblesses. Le char Hérisson, de la même manière, n'a eu qu'une brève période d'efficacité marginale. Le pissenlit suivra probablement le même schéma. Le contexte plus large rend l'obsession de la Russie pour les caches de chars encore plus désespérée. Selon l'Institut international d'études stratégiques, la Russie pourrait ne pas disposer d'un nombre suffisant de chars de combat principaux pour mener des opérations offensives efficaces au-delà du début de 2026 si elle maintient le même rythme opérationnel et subit des pertes comparables. La Russie a commencé la guerre avec environ 3300 chars en déploiement actif et quelque part entre 5000 et 17 500 en réserve. Beaucoup de ces véhicules étaient dans un état si mauvais qu'ils étaient à peine fonctionnels. Et alors que nous entrons en 2026, la Russie a épuisé la majorité de ce qui était facilement disponible. Les taux de perte de chars blindés ont également progressivement augmenté, malgré le fait qu'il y ait moins de véhicules sur le champ de bataille. Une situation paradoxale expliquée par une densité de blindés réduite, ce qui rend les chars restants des cibles plus faciles. Pensez-y comme à une immunité collective inversée. Lorsque vous avez moins de chars assurant une défense et une surveillance croisée, chaque véhicule restant devient exponentiellement plus vulnérable aux attaques coordonnées de drones. Et la production nationale de la Russie ne peut pas suivre ce rythme de perte. Les estimations suggèrent que la Russie peut fabriquer environ 250 chars modernisés par an, y compris des T-72, T-80 et T-90 améliorés. Pendant ce temps, ils perdent des chars plus de 3 fois plus vite. Le goulot de la production s'aggrave aussi avec la capacité de remise à neuf. La Russie a commencé la guerre en sortant des chars en meilleur état des stocks, nécessitant des réparations minimales. Ils doivent désormais utiliser des véhicules exposés des décennies aux intempéries sibériennes. Beaucoup manquent de composants essentiels qui ont été cannibalisés il y a des années, pour remettre d'autres chars en état de marche. Cela est amplifié par le fait que la Russie a dû ressortir des pièces de musée de la naphtaline. Les T-62 sont apparus sur les lignes de front en mai 2022, choquant les analystes qui considéraient ces chars comme obsolètes selon toutes les normes modernes. En novembre 2024, la Russie a déployé de véritables T-34, des véhicules de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui devraient figurer dans les manuels d'histoire. Le fait de voir des chars vieux de 80 ans, envoyés combattre contre des systèmes d'armes modernes, vous dit tout ce qu'il faut savoir sur la crise de l'équipement en Russie. Le char pissenlit s'inscrit parfaitement dans ce récit de désespoir industriel, déguisé en innovation. Ce n'est ni une avancée technologique, ni une ingénierie vraiment ingénieuse. C'est prendre des chars existants, que la Russie ne peut guère se permettre de perdre, et y souder de la ferraille, dans l'espoir que la quantité de couches de protection compensera d'une manière ou d'une autre la qualité de la conception. Les planificateurs militaires russes misent surtout sur la force brute, espérant que la physique leur soit favorable. Mais voici ce que la Russie a oublié, ou peut-être jamais appris. La conception des chars vise toujours à équilibrer 3 facteurs concurrents. La puissance de feu désigne la capacité du char à neutraliser les menaces, la protection sa faculté à résister aux tirs ennemis. La mobilité, la capacité du char à manœuvrer efficacement. Le char pissenlit sape les 3 aspects simultanément. Le puissant canon principal de 125 mm du T-90 est beaucoup moins efficace lorsque le tireur peut à peine voir à travers la cage métallique pour acquérir des cibles. Sur le deuxième front, l'échafaudage ajouté pourrait rendre le char légèrement plus efficace contre une menace spécifique, à savoir les drones FPV. Mais il reste incertain comment cela s'applique aux armes conventionnelles. Dans un duel de chars, le premier à tirer l'emporte souvent, quelle que soit la protection, car la plupart utilisent des munitions perforantes. Cela viendrait rapidement à bout de quelques centimètres de métal en plus. La mobilité réduite et la conscience du champ de bataille seraient alors le talon d'Achille du char. Alors, entrons dans le vif du problème. Ces évolutions résultent des différences fondamentales dans la façon dont la Russie et l'Ukraine gèrent les offensives de drones adverses. La Russie privilégie les barrières physiques, tandis que les armées occidentales répondent aux drones par l'innovation technologique. La Grande-Bretagne, les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN développent des systèmes de guerre électroniques capables de brouiller les signaux des drones, les empêchant ainsi d'atteindre leur cible dès le départ. Les systèmes de protection active, ou APS, peuvent automatiquement détecter et abattre les menaces entrantes,
qu'il s'agisse de drones ou de missiles anti-chars, pour seulement quelques dollars par interception. Israël a utilisé la technologie APS avec une grande efficacité, et les chars occidentaux de prochaine génération intégreront ces systèmes comme équipement standard. Si vous pouvez neutraliser automatiquement des dizaines de drones sans affecter les autres capacités de votre char, vous avez résolu le problème. Soudez des fleurs en métal sur votre tourelle et appelez cela une innovation. Vous avez admis votre défaite. La réaction internationale face au char pissenlit a oscillé entre la perplexité et la moquerie. Certains médias prévoient quelques succès initiaux pour le char, mais la plupart estiment qu'il sombrera lentement dans l'insignifiance, comme les modèles précédents. Même ainsi, il y a des leçons importantes à retenir. Au-delà du spectacle absurde, le char pissenlit démontre à quelle vitesse la guerre moderne peut rendre obsolètes des plateformes d'armes coûteuses. Des drones à quelques milliers de dollars peuvent menacer des chars à plusieurs millions, changeant le calcul sur le champ de bataille. L'armée qui s'adaptera le plus rapidement à cette nouvelle réalité, probablement en étant à l'avant-garde des nouvelles avancées technologiques, dominera. L'Ukraine a mieux retenu cette leçon que toute autre nation. Leurs tactiques de guerre par drone ont évolué, passant de la reconnaissance de base à des opérations sophistiquées de chasseurs-tueurs et des frappes individuelles à des attaques coordonnées en essaim. Ils ont bâti une industrie axée sur le développement et le déploiement rapide de drones, adaptant les modèles toutes les semaines selon les retours du terrain. Les forces ukrainiennes ont montré que l'innovation ne dépend pas du plus gros budget de défense ni de la technologie de départ la plus avancée, mais plutôt d'une adaptation constante, d'une résolution créative des problèmes et de la volonté d'abandonner les méthodes qui ne fonctionnent pas. La Russie continue de bâtir des cages plus grandes. Le char pissenlit n'est innovant que superficiellement. Bien sûr, le design est différent et inhabituel, mais si vous plissez un peu les yeux, vous pouvez toujours voir le char tortue d'origine apparaître, avec tous ses problèmes de mobilité. Et lorsque vous le comparez à un hérisson, les différences semblent encore plus minimes, et le design n'est au mieux qu'une solution partielle. Un char n'a jamais été conçu pour être invulnérable aux drones. Cela n'a pas été intégré à la plateforme. Et l'Ukraine comme la Russie ont déterminé assez tôt que les chars seuls ne sont probablement pas capables de gagner la guerre. C'est que la Russie ne semble pas vouloir reconnaître ce fait. Au lieu de cela, elle continue d'envoyer du matériel, avec quelques modifications, sur la ligne de front, tout en perdant du personnel. Le fait qu'elle ne puisse pas remplacer le char d'Andelion ne changera pas cette réalité. Cela offrirait à la Russie quelques mois de capacité offensive en plus et quelques kilomètres supplémentaires de territoire ukrainien détruit. Mais cela ne renversera pas la trajectoire d'une guerre qui vide la capacité militaire de la Russie et détruit son avenir économique. Lorsque les historiens analyseront ce conflit, le char d'Andelion deviendra sans doute un symbole, rejoignant la tortue et le hérisson parmi les mesures désespérées marquant les dernières années de la Russie comme superpuissance militaire. Il servira de rappel que, dans la guerre moderne, rien ne remplace une véritable innovation technologique, des tactiques adaptatives et une doctrine militaire fondée sur la réalité plutôt que sur la propagande. Les créateurs du légendaire T-34, le char qui a contribué à vaincre l'Allemagne nazie et a établi la doctrine blindée soviétique pendant des générations, seraient horrifiés de voir leur héritage réduit à cela. Le T-34 a réussi, parce qu'il a su équilibrer puissance de feu, protection et mobilité mieux que ses adversaires. Produit en masse, il était facile à entretenir et à déployer par des équipages peu formés. Il incarnait les principes d'une bonne conception de char, que la Russie a désormais abandonné au profit de sculptures métalliques improvisées, qui échouent à tous les niveaux fondamentaux. Donc oui, le char pissenlit est absurde, il est aussi tragique, révélateur et finalement instructif. Il nous montre ce qui se passe lorsque la nécessité militaire se heurte à l'incapacité industrielle, lorsque la propagande exige des solutions que l'ingénierie ne peut pas fournir. Quand la direction d'une nation s'engage dans une guerre impossible à gagner. Le char pissenlit est la machine de guerre de Poutine en miniature, désespérée, inefficace et condamnée. Merci d'avoir regardé. Maintenant, pour comprendre comment l'Ukraine essaie de gagner son char, consultez notre analyse sur une nouvelle armée de robots qu'elle prévoit de constituer dans les années à venir. Et si vous souhaitez rester informé de l'évolution de la guerre moderne et des tactiques qui redéfinissent le combat au XXIe siècle, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.